Claire pensait tout connaître de son grand-père Pierre, mort subitement en lui laissant la vieille maison familiale. Mais quand elle monta au grenier scellé, depuis des décennies, ce qu'elle trouva dans cette malle poussiéreuse la fit trembler. Des médailles militaires, des photographies en noir et blanc d'une femme inconnue et une lettre qui commençait par « Ma chère Helena, si tu lis ceci, cela signifie que je suis mort sans t'avoir jamais dit la vérité sur ta mère ». Claire ne s'appelait pas Helena, n'avait jamais entendu parler de cette femme sur les photos, et cette lettre révélerait un secret de famille qui changerait sa vie à jamais. La vieille maison familiale à Sarlat-la-Canéda semblait plus silencieuse que jamais après les funérailles du grand-père Pierre. Claire Dubois, 24 ans, institutrice avec les yeux verts de grand-mère Marie, errait dans les pièces vides en essayant de décider quoi faire de cet héritage inattendu. Grand-père Pierre était mort dans son sommeil à 86 ans, paisible comme il avait toujours vécu. Il était le seul parent qui restait à Claire après la mort prématurée de ses parents dans un accident de voiture quand elle n'avait que 16 ans. Le grand-père l'avait élevée avec un amour infini, lui racontant des histoires du Périgord, lui apprenant à cuisiner le confit de canard et à s'occuper de la petite vigne derrière la maison. En se promenant dans cette maison du XVIe siècle, avec ses poutres de bois sombres et ses sols en terre cuite, Claire réalisait à quel point elle savait peu de choses sur le passé de sa famille. Le grand-père avait toujours été réservé quand il s'agissait de parler de la guerre, de sa jeunesse, de tout ce qui s'était passé avant sa naissance. La seule chose qu'elle avait toujours su était que sa grand-mère Marie était morte en couche en la mettant au monde, et que son père avait grandi seul avec le grand-père. Une histoire triste mais simple, qu'elle avait toujours acceptée sans poser trop de questions. Cet après-midi d'octobre, en rangeant les documents de succession, Claire remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une petite échelle en bois, cachée derrière l'armoire de la chambre du grand-père. L'échelle menait à une trappe au plafond qui donnait visiblement accès au grenier. Étrange, pensa Claire. Pendant toutes les années qu'elle avait passées dans cette maison, le grand-père n'avait jamais mentionné l'existence d'un grenier. Chaque fois qu'elle demandait enfant ce qu'il y avait au-dessus de leur tête, il changeait de sujet ou la distrayait avec un cannelé fait maison. Poussée par une curiosité irrésistible, Claire déplaça l'armoire et monta l'échelle. La trappe était scellée avec plusieurs couches de peinture, comme si quelqu'un avait voulu s'assurer que personne ne puisse l'ouvrir facilement. À l'aide d'un couteau de cuisine, elle réussit à forcer la serrure rouillée. Le grenier était plongé dans une pénombre dorée, éclairé seulement par une petite fenêtre poussiéreuse qui filtrait la lumière du couchant périgourdin. L'air sentait le vieux, le bois et les souvenirs oubliés. Mais ce qui capta immédiatement l'attention de Claire fut une grande malle en bois sombre placée exactement au centre de l'espace. La malle était recouverte d'un drap blanc jauni par le temps et la poussière. Le cœur battant fort, Claire s'approcha et la découvrit. C'était une malle ancienne avec des ferrures en métal et une serrure qui, étrangement, n'était pas fermée à clé. Quand elle l'ouvrit, ce qu'elle vit lui coupa le souffle. La malle était pleine d'objets qui racontaient une histoire complètement différente de celle qu'elle avait toujours cru connaître. Il y avait des médailles militaires, certaines françaises, et d'autres qui semblaient étrangères. Des photographies en noir et blanc d'un homme en uniforme qui ressemblait au grand-père, mais plus jeune, debout à côté d'une belle femme aux cheveux sombres et aux yeux profonds. Mais le plus choquant, c'étaient les lettres. Des dizaines de lettres attachées avec des rubans rouges, toutes écrites dans l'écriture soignée du grand-père. Certaines étaient en français, d'autres dans une langue que Claire ne pouvait identifier immédiatement. Avec des mains tremblantes, elle prit la première lettre du tas. L'enveloppe était adressée à Helena Dubois et la date était 1965. Claire ne connaissait aucune Helena dans sa famille, mais le nom de famille était le même. Elle ouvrit la lettre avec délicatesse, essayant de ne pas abîmer le papier jauni. Les mots qu'elle lut la firent tomber assise par terre, les jambes ne la portant plus. La lettre révélait qu'Helena était son vrai prénom, que l'histoire qu'elle avait toujours crue sur la mort de grand-mère était fausse, et que sa grand-mère Marie n'avait jamais existé.
La vraie grand-mère s'appelait Katharina, était encore vivante, et le grand-père avait dû mentir pendant des années pour la protéger de dangers que Claire ne pouvait même pas imaginer. Le cœur battant si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles, Claire chercha frénétiquement dans la malle jusqu'à trouver autre chose qui la glaça. Un acte de naissance caché sous les photographies. L'acte était établi au nom d'Helena Dubois, et la date de naissance correspondait exactement à la sienne. Elle avait vécu 24 ans avec un faux prénom, sans le savoir. Claire, ou Helena, comme elle commençait lentement à penser à elle-même, ouvrit la deuxième lettre avec des mains qui tremblèrent d'émotion. L'histoire qui émergeait de l'écriture du grand-père était bouleversante. Katharina n'était pas une simple femme française morte en couche. C'était une résistante yougoslave que Pierre avait rencontrée en 1943 pendant la guerre. Elle avait fui son pays pour échapper aux nazis, courageuse et intelligente, et quand Pierre l'avait vue pour la première fois cachée dans une grotte dans les collines du Périgord, il avait compris que c'était la femme de sa vie. Katharina était déjà enceinte quand Pierre l'avait rencontrée. L'enfant n'était pas le sien, mais dès le premier jour, il l'avait aimé comme s'il était son propre fils. C'était le père d'Helena, né d'un résistant yougoslave mort pendant une rafle. Après la guerre, Katharina et Pierre s'étaient mariés et avaient élevé l'enfant ensemble. Ça avait été les 10 plus belles années de la vie de Pierre. Mais en 1955, quelque chose s'était passé qui avait tout changé. Des hommes étaient venus chez eux chercher Katharina. C'étaient des agents secrets, français et étrangers, qui avaient expliqué à Pierre que Katharina possédait des informations importantes sur les crimes de guerre commis dans les Balkans. Son témoignage pouvait envoyer en prison des personnes très puissantes. Katharina était terrifiée, pas pour elle-même, mais pour sa famille. L'enfant n'avait que 12 ans et elle craignait que si elle restait, elle mettrait sa vie et celle de Pierre en danger. Une nuit, sans rien dire à personne, elle disparut. Elle ne laissa qu'une lettre où elle disait qu'elle les aimait trop pour risquer de leur faire du mal. Pierre l'avait cherchée pendant des années. Il avait voyagé en Yougoslavie, contacté des organisations internationales, demandé de l'aide à quiconque pouvait l'aider. Mais Katharina avait disparu sans laisser de traces. Quand le père d'Helena mourut dans l'accident avec la mère, et qu'Helena se retrouva seule, Pierre avait décidé de changer son prénom. Ses parents l'appelaient Claire, mais son nom de baptême était Helena, comme la mère de Katharina. Pierre pensait que si quelqu'un cherchait encore Katharina, il ne trouverait jamais Helena avec un prénom différent. Mais dans la dernière lettre, Pierre révélait le plus choquant de tout. Il avait des informations suggérant que Katharina pouvait être encore vivante. Dans la dernière lettre, Helena trouverait tous les détails que Pierre avait réussi à rassembler au fil des années. Des noms, des lieux, des contacts qui pourraient l'aider à retrouver la grand-mère qu'elle n'avait jamais connue. Le cœur battant fort, Claire chercha la troisième lettre. Mais avant de l'ouvrir, elle remarqua autre chose dans la malle. Une petite boîte en métal qui contenait quelque chose qui brillait à la lumière du couchant. Helena ouvrit la boîte métallique en découvrant un trésor de souvenirs qui racontait une histoire encore plus complexe. Il y avait des médailles militaires qu'elle reconnaissait comme des décorations de résistants, mais aussi des documents en différentes langues qui semblaient être de faux passeports. Tous avaient la photo du grand-père, mais avec des identités complètement différentes. Le plus choquant était un petit journal relié en cuir, écrit dans une écriture féminine qu'elle n'avait jamais vue auparavant. C'était le journal de Katharina, écrit en français avec quelques paragraphes dans ce qu'elle reconnaissait comme la langue serbo-croate. Les pages du journal révélaient que Katharina n'était pas seulement une réfugiée yougoslave fuyant la guerre. Elle avait été une espionne, avait collecté des informations sur les crimes de guerre, avait vu des choses qu'aucun être humain ne devrait voir. Elle avait des noms, des dates, des preuves de massacres que le monde devait connaître. Pierre avait su dès le début qui était vraiment Katharina, mais il l'avait aimée quand même et avait accepté de vivre avec le danger constant que cela impliquait. Pendant la guerre, Katharina avait collecté des preuves contre des criminels de guerre qui avaient été jugés à Nuremberg grâce à ces informations. Mais il y avait d'autres noms sur sa liste, des personnes qui avaient réussi à échapper à la justice.
la troisième lettre du grand-père confirmait tout. En 1955, quand ces hommes étaient venus chez eux, ils ne venaient pas pour arrêter Katharina. Ils venaient pour la protéger. Ils avaient découvert que certains des criminels de guerre qu'elle avait identifiés étaient encore vivants et organisaient une vengeance. Mais Katharina avait refusé la protection. Elle avait dit qu'elle ne pouvait pas vivre en sachant que sa présence mettait sa famille en danger. La dernière fois que Pierre l'avait vue, Katharina lui avait confié un coffre-fort à la Banque de France à Bordeaux. À l'intérieur se trouvaient toutes les preuves originales qu'elle avait collectées pendant la guerre. Elena trouva une petite clé d'argent attachée avec un ruban rouge. Avec la clé se trouvait un morceau de papier indiquant « Banque de France Bordeaux, coffre-fort de Nord 1447 ». Pierre avertissait Elena que chercher ce coffre-fort pouvait être dangereux. Après toutes ces années, il ne savait pas si les personnes qui menaçaient Katharina étaient encore vivantes, mais leurs enfants, leurs protégés, pourraient encore être intéressés à faire disparaître ces preuves. Elena regarda par la petite fenêtre du grenier. Le soleil se couchait sur les collines périgourdines, peignant le ciel d'orange et de violet. Elle avait commencé la journée en pensant être une simple institutrice orpheline et découvrait maintenant. Tu aimes cette histoire, Makwa ? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Qu'elle était l'héritière d'une histoire de guerre, d'espionnage et de justice internationale. Le choix lui appartenait. Elle pouvait remettre tout dans la malle et continuer à vivre sa vie tranquille comme Claire, l'institutrice de Sarlat. Ou elle pouvait accepter sa vraie identité et décider si cela valait la peine de prendre des risques pour continuer l'œuvre de sa grand-mère. Elena savait déjà quel choix elle ferait. Mais d'abord, elle devait découvrir ce qu'il y avait dans ce coffre-fort. Le lundi matin suivant, Elena se présenta à la Banque de France à Bordeaux avec la clé d'argent et tous les documents qu'elle avait trouvés dans la malle. Le directeur de la banque, M. Jean-Baptiste Moreau, l'a reçue avec une expression perplexe. L'homme lui révéla une nouvelle choquante. Le coffre-fort avait été ouvert en 2018 par une femme d'environ 70 ans qui s'était présentée avec des documents parfaits. Elle s'était identifiée comme Katharina Dubois, l'épouse de M. Pierre. Elena n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Katharina était encore vivante et avait été là il y a seulement quelques années. La femme avait passé 1 heure dans la salle des coffres, avait pris certains documents et en avait laissé d'autres. Avant de partir, elle avait laissé une enveloppe scellée avec la demande qu'elle soit remise à tout membre de la famille Dubois qui se présenterait après elle. Le directeur remit à Elena une enveloppe couleur crème avec « Pour Elena », écrit dans une écriture qu'elle reconnut immédiatement du journal. À l'intérieur se trouvait une lettre et une photographie récente d'une femme âgée mais encore belle, aux cheveux gris et aux mêmes yeux verts qu'Elena. La lettre révélait que Katharina était vivante et allait bien. Elle vivait à Lyon depuis 15 ans, sous le nom de Katharina Moreau. Elle avait travaillé comme traductrice pour le Tribunal international des crimes de guerre. Et finalement, en 2010, le dernier des criminels qu'elle cherchait avait été arrêté et condamné. Maintenant, elle pouvait vivre librement, sans peur. Katharina s'excusait de ne pas avoir été aux côtés d'Elena pendant qu'elle grandissait, mais expliquait qu'aucun jour ne s'était passé sans qu'elle pense à elle. Dans le coffre-fort, elle avait laissé quelques affaires pour Elena, des photographies de sa famille qu'elle n'avait jamais vues, son acte de mariage avec Pierre et un collier qui avait appartenu à l'arrière-grand-mère Elena. Mais le plus important était l'adresse où Elena pouvait la trouver. Katharina espérait qu'Elena déciderait de la chercher, car elle serait la grand-mère la plus heureuse du monde. Elena descendit dans les sous-sols de la banque et ouvrit le coffre-fort. À l'intérieur, elle trouva des centaines de photographies qui racontaient l'histoire de sa famille. Pierre et Katharina, jeunes et amoureux, son père enfant jouant dans la cour de la maison de Sarlat, des moments de bonheur familial qui avaient été interrompus trop tôt. Ce qui la toucha le plus fut une boîte en bois, sculptée à la main. À l'intérieur se trouvait un collier d'argent avec un pendentif en forme de cœur et un mot expliquant qu'il avait appartenu à l'arrière-grand-mère Elena. Dans le dernier document du coffre, elle trouva ce qu'elle cherchait, l'adresse complète de Katharina à Lyon,
avec le numéro de téléphone et même une carte dessinée à la main. Elena sortit de la banque le cœur plein d'émotions contradictoires. Elle avait une grand-mère vivante qui l'attendait, mais elle avait aussi peur de ce qu'elle pourrait trouver. En regardant la photographie de cette femme qui avait les mêmes yeux qu'elle, Elena savait qu'elle devait prendre le risque. Il était temps de découvrir qui elle était vraiment. Elena partit pour Lyon le lendemain avec une valise pleine de toutes les lettres et photographies qu'elle avait trouvées dans le grenier. Elle avait décidé de ne pas téléphoner avant. Elle voulait que ce soit une surprise, ou peut-être avait-elle peur qu'au téléphone, Katharina puisse lui sembler une étrangère. Pendant les 4 heures de voyage en TGV, Elena repensa à toute sa vie. Chaque souvenir du grand-père prenait maintenant une signification différente. Les fois où elle l'avait trouvé, regardant tristement une photographie qu'il cachait ensuite rapidement, les moments où il semblait sur le point de lui dire quelque chose d'important, mais changeait ensuite de sujet, la façon dont il l'appelait parfois « petite Elena », alors que tout le monde la connaissait comme Claire. L'adresse menait à un immeuble haussmannien dans le centre historique de Lyon, à quelques mètres de la Saône. Elena monta lentement les escaliers jusqu'au 3e étage, s'arrêtant devant une porte en bois sombre avec une plaque indiquant « K. Moreau ». Pendant plusieurs minutes, elle resta immobile, la main levée pour frapper mais incapable de bouger. Que dirait-elle? Comment se présenterait-elle? Finalement, elle respira profondément et frappa 3 fois. Les pas qui venaient de l'intérieur étaient lents mais déterminés. Elena entendit le bruit de plusieurs serrures qui s'ouvraient, puis la porte s'ouvrit lentement. La femme qui apparut sur le seuil était exactement comme sur la photographie, mais plus petite et fragile qu'Elena ne l'avait imaginé. Cheveux gris rassemblés en chignon, yeux verts identiques aux siens et une expression qui passa de la curiosité à la reconnaissance au choc le plus total. Katharina reconnut immédiatement Elena et éclata en sanglots, l'embrassant avec une force qui semblait impossible pour une femme de son âge. Elles restèrent ainsi plusieurs minutes, pleurant et riant ensemble, 2 générations qui se retrouvaient après des décennies de séparation. L'appartement était petit mais chaleureux, plein de photographies de famille et d'objets qui racontaient une vie vécue entre différentes cultures. Katharina avoua avoir suivi la vie d'Elena de loin, sachant qu'elle était devenue institutrice et qu'elle était une bonne fille, mais n'osant pas s'approcher par peur d'apporter des problèmes. Elena lui raconta comment elle avait tout découvert, la confusion et la joie de savoir qu'elle n'était pas seule au monde. Katharina lui montra des albums de photographies qu'Elena n'avait jamais vus. Le grand-père et Katharina en voyage de noces, son père apprenant à marcher, des moments de bonheur familial interrompus trop tôt. Katharina expliqua que quand le père d'Elena était mort dans l'accident, elle avait voulu revenir immédiatement pour s'occuper d'elle. Mais Pierre l'avait convaincue que c'était trop dangereux. Aucun jour ne passait sans qu'elle le regrette, mais maintenant, elles étaient là, ensemble. Cette nuit-là, Elena dormit dans la chambre que Katharina avait préparée pour elle des années auparavant, dans l'espoir qu'elle viendrait un jour. C'était une chambre simple mais pleine d'amour, avec les murs couverts de photographies de famille. Pour la première fois depuis qu'elle avait perdu ses parents, Elena se sentit vraiment chez elle. Elena resta à Lyon pendant 1 semaine, et chaque jour qui passait, elle se sentait plus liée à Katharina. Sa grand-mère était une femme extraordinaire. Elle parlait 6 langues, avait voyagé dans le monde entier pour son travail au tribunal international et avait des histoires incroyables à raconter. Le plus beau était de découvrir à quel point elles se ressemblaient. Toutes deux aimaient lire, cuisiner et avaient la même passion pour la justice qui avait poussé Katharina à lutter contre les crimes de guerre et Elena à devenir institutrice. Un soir, en cuisinant ensemble une recette traditionnelle yougoslave, Katharina réfléchit sur le fait que la famille n'était pas seulement celle avec laquelle on naît, mais celle qu'on choisit, qu'on construit, qu'on retrouve même après des années de séparation. Elena était la famille dont elle avait rêvé toute sa vie. Pendant cette semaine, Katharina lui raconta le reste de son histoire. Après avoir quitté Sarlat, elle avait travaillé pendant des années avec des organisations internationales pour apporter la justice aux victimes de guerre. Elle avait témoigné devant des tribunaux du monde entier.
avait aidé à identifier des criminels de guerre, avait consacré sa vie à s'assurer que les atrocités qu'elle avait vues ne soient jamais oubliées. Katharina avoua qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer Pierre. Chaque homme qu'elle avait rencontré après lui avait toujours été une comparaison perdue. Pierre avait été l'amour de sa vie, et même s'ils n'avaient pas pu vieillir ensemble, elle était reconnaissante pour les années qu'ils avaient eues. Elena lui montra toutes les lettres qu'elle avait trouvées dans la malle, et Katharina pleura en lisant les mots d'amour que Pierre avait écrits pour elle, mais qu'il n'avait jamais pu envoyer. Katharina proposa de commencer à vivre ensemble. Elle avait une maison trop grande pour une femme seule, et Elena avait une maison à Sarlat pleine de souvenirs. Elles avaient perdu trop de temps séparées. Elena n'hésita pas un instant. Elle voulait que Katharina rentre à la maison, qu'elle revoie la vigne, qu'elle cuisine dans la cuisine où elle avait préparé les repas pour le père d'Elena, qu'elle dorme dans le lit qu'elle avait partagé avec Pierre. Un mois plus tard, Katharina s'installa dans la maison de Sarlat. Quand elle arriva dans la chambre qui avait été la sienne et celle de Pierre, elle s'arrêta sur le seuil et éclata en sanglots. Pierre n'avait rien changé. C'était comme s'il l'attendait encore. Katharina s'adapta à la vie de Sarlat comme si elle ne l'avait jamais quittée. Elle commença à s'occuper de la vigne, enseigna à Elena à cuisiner des plats traditionnels yougoslaves et raconta lentement aux voisins sa vraie histoire. La communauté de Sarlat accueillit Katharina chaleureusement, fascinée par ses histoires de guerre et de résistance. Beaucoup de personnes âgées se souvenaient d'elle quand elle était jeune, et ce fut comme si un morceau de l'histoire du village était revenu à sa place. Elena reprit son travail d'institutrice, mais maintenant avec une perspective complètement différente. Elle commença à inviter Katharina à l'école pour raconter aux enfants des histoires de guerre et de paix, de courage et de justice. Les enfants étaient fascinés par cette grand-mère qui parlait tant de langues et qui avait voyagé dans le monde entier. Un soir, assise dans le jardin de la maison familiale en regardant les étoiles, Elena dit à Katharina que peut-être tout devait se passer ainsi. Le grand-père devait mourir pour qu'elle puisse découvrir la vérité. Elle devait grandir sans savoir qui elle était vraiment pour pouvoir apprécier ce qu'elle avait trouvé. Katharina prit la main d'Elena, d'accord sur le fait que parfois il faut se perdre pour se retrouver. Mais l'important était qu'elles étaient là maintenant, ensemble, avec tout le temps du monde pour rattraper les années perdues. Elena regarda le collier d'argent qu'elle portait au cou, celui qui avait appartenu à l'arrière-grand-mère Elena, et se sentit partie d'une chaîne de femmes fortes qui s'était renouvelée à travers les générations. Pour la première fois depuis des années, Elena se sentit complète. Elle n'était plus seule au monde. Elle avait une famille, une histoire, une grand-mère qui l'aimait. Et finalement, elles étaient à la maison, ensemble. Si cette histoire vous a ému et vous a fait croire qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver sa famille, mettez un like et partagez. Elena et Katharina nous ont montré que l'amour véritable peut surmonter tous les obstacles, même le temps et la distance. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires qui vous feront pleurer d'émotion. Activez la cloche pour ne manquer aucun récit qui vous réchauffera le cœur. Si vous avez des parents éloignés avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, cette histoire vous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour renouer les liens. Partagez ce message d'espoir.